La définition de l'ostéochondrite dissecante, c'est une altération idiopathique de l'os sous-chondral qui peut entraîner une instabilité, voire une séparation du fragment osseux et du cartilage articulaire adjacent avec un risque d'arthrose ultérieure. Alors, il y a des termes et on préférera utiliser le terme FIS ouverte ou FIS fermée au lieu des termes juvéniles ou adultes qui peuvent porter à confusion. Et de la même manière, s'agissant du traitement, on parlera de perforation transarticulaire ou rétroarticulaire plutôt que rétrograde ou antérograde. C'est relativement fréquent, 1 pour 1000, surtout des garçons. Entre 10 et 19 ans, cette maladie n'existe pas avant l'âge de 6 ans. C'est surtout à l'occasion de sport. La région anatomique la plus atteinte, c'est le genou, et au sein du genou, c'est le condyle fémoral médial, suivi en fréquence du condyle latéral, puis la rotule, enfin la trochlée, et de manière assez exceptionnelle, le plateau tibial. Histologiquement, il s'agit d'un clivage. Je vais allumer le pointeur. Un clivage, on le voit très bien ici sur cette carotte qui a été prélevée dans la lésion. On voit le cartilage articulaire, l'os appendu au fragment libéré, et là ça correspond au reste de l'épiphyse. L'interface ici peut être de l'os trabéculaire sain, de l'os nécrotique ou un fibrocartilage qui fait qu'on peut assimiler cela à une pseudarthrose d'une fracture. Voilà la même carotte en coupe histologique. Donc on voit le cartilage articulaire ici, la zone de clivage et l'os spongieux épiphysaire. Donc dans cette zone d'interface, il y a un tissu fibreux avec une réaction éosinophile, un cal ostéochondroïde de réparation, ce qui me faisait faire un parallèle avec une fracture pseudarthrosée, et des remaniements inflammatoires réactionnels. Alors, la physiopathologie, le facteur qui est communément admis, c'est le facteur microtraumatique. En particulier au condyle médial, il y a un conflit avec l'épine tibiale antérieure qui vient donner des coups de boutoir sur ce condyle interne, en particulier lors des activités de saut, d'impact répété et de torsion. C'est le travail qu'on avait fait à partir d'IRM avec Étienne Cavaignac, et on avait pu montrer que ces patients ont une échancrure intercondylienne qui est plus étroite, avec une épine tibiale qui est de plus grande taille, justement en rapport avec la largeur de l'échancrure. Voilà ce qui image mes propos lors d'une reconstruction du LCA qui a été retirée ici. On voit cette épine-là qui vient en contact intime avec la région lésée du condyle médial. Ces patients, ils ont aussi une insertion plus basse du ligament croisé postérieur. Je dois pouvoir activer la vidéo. Voilà. Lors d'une arthroscopie pour une ostéochondrite dissecante, on voit en fait que chez ces patients-là, le croisé postérieur va très loin en bas, en arrière, ce qui peut aussi jouer un rôle de conflit. Un autre argument, c'est la localisation postérieure, très en arrière sur les condyles, chez les receveurs au baseball, tels que représentés ici. Enfin, au condyle latéral, l'ostéochondrite dissecante, elle est quasi systématiquement associée à la présence de ménisque discoïde, comme on le voit ici, ce qui confirme qu'il y a bien un problème de conflit et donc microtraumatique. Il y a 3 présentations cliniques, soit une découverte fortuite, c'est-à-dire que la maladie est asymptomatique et on le découvre à l'occasion d'un trauma en général, une douleur mécanique à l'effort, en particulier la course, avec un retentissement fonctionnel qui est souvent très modéré. Ou alors, 3e cas plus rare, une douleur quasi constante avec gonflement et blocage, ce qui signe une ostéochondrite instable avec souvent un fragment qui est libéré ou qui est en voie de l'être. Il est à noter que l'atteinte du condyle médial se voit plutôt chez des patients qu'un morphotype en varus et en valgus pour l'atteinte du condyle latéral. L'examen clinique il doit être méthodique, un examen complet du genou pour justement s'assurer que c'est bien
cette ostéochondrite qui est responsable des symptômes. Il y a peu de tests spécifiques. L'objectif de l'examen, c'est de retrouver la douleur qui doit être reconnue par le patient comme celle responsable de son problème. On peut appuyer sur les condyles à différents degrés de flexion et de la même manière, on peut palper les facettes rotuliennes en cherchant à déclencher la douleur ou bien réaliser le test de Wilson que je vais vous montrer dans un instant, qui est spécifique de la localisation au condyle fémoral médial. Donc, passivement, on amène le genou à 90 degrés de flexion, on tourne le pied vers l'intérieur, on étend le genou passivement, ce qui déclenche la douleur. La même manœuvre, mais avec le pied en rotation externe, est complètement indolore. Le test de Wilson est relativement spécifique de l'ostéochondrite disséquante. L'imagerie commence bien sûr toujours par une radiographie de face, de profil et de Schuss ou défilé rotulien en fonction de la localisation. Il faut savoir que dans 15% des cas, c'est bilatéral. Ici, sur la radio, on voit cette ombre ici, là, cet aspect lithique qu'on retrouve aussi de profil ici. Alors bien sûr, il y a une classification radiographique qui a été décrite par Bedouel lors de sa conférence d'enseignement de la Sofcote en 88. Je ne vais même pas la décrire parce qu'elle est compliquée et elle n'est pas que radiographique, il y a des implications aussi de constatation péropératoire. Une nouvelle conférence à l'occasion du symposium 2005, un peu plus récent, avait proposé une classification simplifiée en trois types. Le type lacunaire, que je vous avais montré sur la diapo précédente, un type nodulaire en place et enfin nodulaire déplacé, où on voit cette espèce de cacahuète là qui est séparée de sa niche. Mais l'imagerie, la radiographie va montrer d'autres choses. Elle va montrer la présence d'un cartilage de croissance, c'est-à-dire qui va permettre de classer en maladie FIS ouverte, apprécier aussi grossièrement le volume de la lésion, mais aussi parfois des signes de dégénérescence éventuelle, plutôt chez les adolescents les plus âgés, voire les adultes jeunes. Vous voyez ici une forme extrêmement sévère d'atteinte du condyle latéral avec une quasi-amputation de la partie la plus postérieure et déjà des signes dégénératifs. L'IRM, c'est le meilleur examen, bien évidemment, qui existe, mais elle ne doit pas être systématique. Elle est indiquée dans les stades les plus évolués, c'est-à-dire nodulaires en place et déplacés, pour des surfaces importantes, à partir de 11 ans pour une fille, à partir de 13 ans pour un garçon, et bien évidemment, en cas de résistance à un traitement orthopédique pendant plus de 6 mois. Il y a des éléments techniques spécifiques pour obtenir les meilleures informations. C'est pour ça qu'il faut orienter son radiologue sur ce que l'on recherche. On ne fait pas la même IRM à un genou ligamentaire et un genou porteur d'une ostéochondrite disséquante. Voilà un exemple sur une coupe Coro en T1. On voit l'hyposignal qui correspond à la lésion ici du condyle médial. Là, une coupe sagittale en T2 FATSAT où on voit la lésion et l'œdème périphérique qui apparaît en hypersignal. Un autre exemple avec ici une forme instable pour qu'on voit que le liquide articulaire arrive à faire le tour de la lésion. Alors voici un exemple. C'est un patient de 5 ans pour lequel on a fait une IRM. On voit ici une anomalie de signal postérieure. Il ne s'agit pas d'une ostéochondrite disséquante, puisque je vous ai dit que la maladie n'existe jamais avant 6 ans. Il s'agit simplement d'une ossification irrégulière qui est une variante de la normale. Donc il est important de se souvenir de ce diagnostic différentiel, ce patient d'ailleurs ne se plaignant de rien du tout. Alors, très important, les critères d'instabilité. Donc ces critères ont été décrits il y a déjà plus de 20 ans. Ils étaient assez précis, un hypersignal T2 qui cercle la lésion, une interruption du cartilage articulaire,
un défect évidemment, ou la présence de kystes périlésionnels. L'IRM était alors utilisé avec l'arthroscopie comme référence, comme gold standard. Ou à l'arthroscopie, on devait retrouver, pour signer l'instabilité, un cartilage interrompu ou un ballottement lorsqu'on le testait au palpeur. Alors, sur les patients avec FIS ouverte, la sensibilité est très bonne, mais la spécificité est très mauvaise, 11%. C'est-à-dire, en d'autres termes, que ces critères d'instabilité ne peuvent pas être utilisés chez l'enfant et l'adolescent. Donc, il a fallu attendre un autre auteur bien plus tard, vous voyez, en 2008, pour trouver de nouveaux critères adaptés aux patients en croissance. Ils sont les suivants. L'hypersignal encerclant la lésion doit être de même signal que le liquide articulaire environnant. Vous en voyez un exemple ici. Le liseré blanc ici est de même signal que le liquide articulaire. Deuxième anneau en hyposignal T2 périphérique, multiple interruption de l'os sous-chondral et enfin des kystes multiples ou de diamètre supérieur à 5 mm comme représenté ici. En utilisant ces critères, on a une spécificité à 100%. Donc le meilleur critère, c'est celui-ci. C'est quand on a cet aspect-là d'hypersignal entouré de part et d'autre d'un hyposignal, ce que l'on appelle le signe du cookie Oreo, puisque ça a exactement le même aspect que vous voyez que ce biscuit très sucré et très prisé des enfants. Alors, ces critères d'instabilité, je vous ai dit, ils étaient basés sur la référence qu'est l'arthroscopie. En réalité, je pense qu'on devrait faire l'inverse et que l'IRM est plus performante que l'arthroscopie. En voici un exemple. Ici, sur l'IRM, un patient de 14 ans qui est clairement instable, mais à l'arthroscopie, on ne retrouve qu'un petit bombement du condyle ici, sans aucun signe d'instabilité, c'est-à-dire pas de clivage, pas de ballottement au palpeur. Alors pourquoi Qu'est-ce qui finalement justifie cette hypothèse? Le fait que la maladie chez ces patients-là est présente, mais l'épaisseur du cartilage est telle qu'elle ne s'exprime pas à la surface articulaire. En gros, l'IRM est en avance sur l'arthroscopie. On le voit ici sur cette coupe IRM, où on voit l'importante épaisseur du cartilage, puisque la chondroépiphyse n'est pas complètement ossifiée, c'est majoritairement du cartilage. Et a fortiori, vous le voyez, chez un patient, un enfant plutôt de moins d'un an, où on voit que la majeure partie de l'épiphyse est cartilagineuse. L'histoire naturelle de la maladie, ça peut être la guérison, c'est-à-dire que le fragment consolide, comme une fracture. Pour conclure à la guérison, il faut que ce soit clinique, mais aussi radiographique. Si le patient ne se plaint pas, il faut quand même continuer à le surveiller avec de l'imagerie jusqu'à ce qu'on constate la guérison. Ou ça peut aussi s'aggraver. Passer à des douleurs intermittentes d'effort, parfois avec des années de latence, ça c'est un élément très important, cette maladie peut être latente pendant des années, c'est-à-dire qu'un patient va déclarer la maladie à 12 ou 13 ans, va s'en plaindre, en consultant ou pas, mais ça n'est qu'à 19, 20 ans, 21 ans que la maladie va se réveiller à nouveau et que le fragment va devenir instable avec possiblement une libération. C'était le cas de ce patient ici. Vous voyez le fragment qui est dans le cul-de-sac sous-quadricipital. Et malheureusement, sur le compartiment externe, vous voyez déjà des signes dégénératifs avec un bel ostéophyte en miroir. Les facteurs pronostiques. Facteur de bon pronostic, c'est bien évidemment la FIS ouverte, c'est-à-dire plus le patient est jeune, meilleur est le pronostic, en particulier un âge limite de 12 ans. Avant 12 ans, en général, on guérit toujours. Après 12 ans, c'est plus aléatoire. Et bien évidemment aussi la surface lésionnelle et son volume, ainsi que la présence de kystes à l'IRM, mais je vous en ai déjà parlé. Le traitement orthopédique. Bien évidemment, on ne va pas opérer un patient qui ne se plaint de rien. On va même simplement le surveiller, aucune restriction d'activité dans la mesure où il est asymptomatique. On va simplement le voir tous les 6 mois avec des radiographies jusqu'à ce qu'il guérisse. En cas de symptômes, sans instabilité et avec des FIS ouvertes, c'est un repos sportif pour 3 à 6 mois en fonction des enfants et de leurs activités.
surtout pour les activités de pivot et d'impact. L'immobilisation stricte n'a jamais fait la preuve d'une efficacité. Une série historique du service, 31 patients de 8 à 14 ans, 11 ans de moyenne. Ils avaient quasiment tous guéri à 8 mois de recul moyen avec simplement du repos. Si la douleur persiste après 6 mois de repos, c'est une indication chirurgicale. Il ne faut pas attendre pour proposer le bon traitement, puisque plus il est précoce, plus le pourcentage de guérison est important. Le traitement chirurgical, il commence toujours par un temps arthroscopique pour l'évaluation, c'est-à-dire l'inspection, avec différents aspects qu'on va coter. Aspect de boule de billard, c'est-à-dire normal, une ombre, telle que je vous l'ai montré sur la diapositive tout à l'heure, un pli dans le tapis, c'est-à-dire qu'il y a, une espèce de marge entre la lésion et l'os, le cartilage adjacent, une porte fermée, c'est-à-dire qu'il y a une fissure, mais ça ne bouge pas, une trappe qui est imagée ici, c'est-à-dire qu'on arrive à soulever le clapet, bien sûr, et enfin un cratère si le fragment a été libéré. Donc, de haut en bas, c'est de plus en plus grave. Et parallèlement à ça, on va faire la palpation qui va permettre, je vous l'ai dit, de confirmer qu'il s'agit d'une forme stable ou instable si on arrive à la faire bouger ou pas. Généralement, on va trouver une lésion instable à partir de l'ombre. Parfois, l'ombre, le fragment peut balloter ou pas. Dans le traitement chirurgical, il faut toujours s'assurer qu'on a tout le matériel nécessaire, en particulier pour pouvoir faire une greffe à mosaïque. Il faut aussi au préalable informer le patient et sa famille qu'on a vraisemblablement à faire telle technique chirurgicale, mais qu'en fonction de l'évolution depuis le dernier examen, on peut être conduit à faire un traitement plus lourd dans le même temps. Il vaut mieux différer le traitement si on n'est pas outillé plutôt que faire un traitement qui est suboptimal pour le patient. Alors on commence par les perforations. C'est le geste qui est réalisé le plus fréquemment. Il y a généralement une confusion entre ces perforations transchondrales et ce qu'on appelle les perforations de Preidi. Ça n'a rien à voir. Les perforations de Preidi, c'est quand on a une lésion avec un os à nu, c'est-à-dire au CRS 4, on va essayer de faire saigner l'os pour recréer du fibrocartilage. Là, ça n'a rien à voir. On a du cartilage, on veut le perforer pour créer des micro-canaux, pour revasculariser cet os nécrosé au fond de la niche qui ne cicatrise pas spontanément. Donc, ça n'a vraiment rien à voir. Les perforations sont indiquées de façon isolée pour les ostéochondrites stables, je le répète, qui ne guérissent pas au bout de 6 mois de repos. Alors, il y a deux techniques, soit rétroarticulaire, qui nécessite d'utiliser un viseur, soit transarticulaire, qui est beaucoup plus simple, mais qui a comme inconvénient de devoir traverser le cartilage articulaire qui est sain. En voilà un exemple ici. Donc, on utilise la canule pour protéger la porte arthroscopique et avec une broche de 15, on va faire des perforations sur environ 15 à 20 mm de profondeur. On va faire entre 5 et 7 perforations sur une lésion. Il n'y a pas d'avantage à faire rétroarticulaire, les résultats de la littérature sont les mêmes. La différence, c'est que rétroarticulaire, souvent, il faut avoir une assistance radioscopique, c'est plus irradiant, et je vous l'ai dit, il faut un viseur. La fixation. La fixation, elle est indiquée à partir du moment où on a un fragment instable ou a fortiori libre dans l'articulation, mais macroscopiquement intact, c'est-à-dire que l'on puisse repositionner avec une bonne congruence dans sa niche. Pour cela, on peut utiliser des implants métalliques, en voici un exemple ici, ou plus récemment des implants résorbables qui donnent de très bons résultats. Ma préférence, c'est la fixation biologique en utilisant un ou deux plots ostéocartilagineux de 6 ou 8 mm tels qu'avec les ancillaires de mosaïque plastie. Donc vous voyez ici un plot de 6 qui est en place, qui joue un rôle finalement de fixation en apportant aussi de l'os sain au milieu de la lésion et il est entouré de perforations comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, voici un résultat à 6 mois de recul avec
une parfaite intégration sur cet IRM en T1 et déjà un début de guérison de la lésion. Aussi, on peut faire une technique hybride en combinant des plots et des vis, comme nos amis de Versailles. Alors, en cas de clapet cartilagineux avec un défect osseux sous-chondral, il ne faut pas se contenter de cela, parce que sinon, on va avoir un effet de peau de tambour, c'est-à-dire qu'on va refixer un couvercle sur un trou, finalement, sur un défect. Donc, dans ce cas-là, il faut faire prolonger la voie arthroscopique antéromédiale vers le tibia, cureter un peu de spongieux, et il faut soulever le capot et greffer avant de fixer, bien sûr. Alors on passe, après les perforations, après la fixation, on passe maintenant à la reconstruction ostéocartilagineuse. Donc elle est indiquée s'il y a une perte de substance ou si le fragment est trop endommagé pour être repositionné, comme je viens de vous le dire. Alors l'IRM a un intérêt ici pour localiser la lésion précisément, estimer sa surface et sa profondeur. Parce que c'est grâce à ces critères-là, tridimensionnels, qu'on va pouvoir décider de la technique la plus appropriée. Et d'autre part, je vous l'ai dit, c'est aussi l'arthroscopie qui va permettre, vous voyez ici, grâce au crochet, de mesurer, on sait qu'il fait 3 mm de largeur, on va reporter plusieurs fois le crochet sur la lésion, et là on va pouvoir estimer, vous voyez que cette lésion fait 9 mm sur 7. Et donc on va pouvoir déterminer dans ce cas précis le plot de mosaïque le plus adapté. La résection simple d'un fragment conduit à l'arthrose à long terme. Ça a été clairement démontré par la littérature. Et il faut faire une reconstruction osseuse et cartilagineuse. S'agissant d'une maladie, au départ, je vous le rappelle, c'est un problème osseux. Ça n'est que la conséquence de cette maladie osseuse qui va entraîner la lésion cartilagineuse. Donc quand on parle reconstruction, c'est les deux, l'os et le cartilage. Les indications ont été précisées par la SFA avec un numéro spécial en 2011. Il y a différentes techniques possibles pour une lésion donnée, bien évidemment. Après, ça va dépendre des préférences de chacun. Dans les formes sévères, on peut associer une ostéotomie pour décharger le compartiment atteint ou chez les patients à fisse ouverte, on peut faire ça de manière plus élégante en faisant une épiphysiodèse asymétrique. Voilà un exemple qui venait de Versailles d'ailleurs, avec une patiente atteinte sur le condyle latéral qui n'avait pas guéri après une première mosaïque et fixation métallique pour laquelle on a proposé une ostéotomie fémorale de varisation pour décharger son traitement latéral après bien sûr reprise arthroscopique de sa greffe ostéocartilagineuse. Alors, la mosaïque, je viens d'en faire une il y a 1h30 à peu près, c'est une technique qui est assez simple à manier, assez élégante, qui peut couvrir des défects jusqu'à 4 cm². Ce sont des plots cylindriques qui sont prélevés en général en périphérie de la trochlée fémorale, en médial ou en latéral, en fonction de l'anatomie que l'on souhaite pour la partie cartilagineuse. Les limites, c'est la morbidité du site donneur, la congruence articulaire des greffons qui est des fois difficile à manipuler, à matcher. Il faut ensuite, bien évidemment, passer à une technique autre si on épuise le stock de greffons. Généralement, les patients sont en décharge pour un mois. Alors, la mosaïque plastique donne des résultats qui sont très satisfaisants. Vous voyez, dans la littérature, on a des scores fonctionnels qui sont l'Ischelm, presque 90 à 9 ans de recul moyen. Ça marche quand même très très bien et c'est quand même une technique de choix. Je vous l'ai dit, soit pour fixer un fragment en place, soit pour reconstruire la perte ostéocartilagineuse. Alors, la variante, c'est les méga mosaïques, les méga plots. Pour des défects supérieurs, ce sont des greffons massifs. Bien évidemment, là, on fait ça par arthrotomie. Et on fait soit un prélèvement sur le condyle postérieur, soit on peut aussi utiliser des allogreffes sur le même principe, des allogreffes fraîches, dont il faut bien sûr pouvoir disposer. Donc là, fort heureusement, c'est des formes plus rares.
Enfin, les microfractures, je les ai abordées tout à l'heure pour bien différencier celles-ci des perforations transcondrales. Les microfractures, elles sont extrêmement simples. On les associe aux perforations, c'est pareil. Hein, microfracture avec un pic ou une perforation, c'est le même principe. C'est pour des défects jusqu'à 4 cm². C'est très simple. Ça donne des bons résultats à court terme, mais qui se dégradent très vite. Déjà à 5 ans, les résultats sont dégradés. C'est pour ça qu'on doit les réserver à des atteintes en zone non portante, donc typiquement pour la fémoro-patellaire et en ce qui me concerne, pour des pertes de substance d'1 cm² au maximum. L'AMIC, c'est encore une autre technique possible qui fait appel à une membrane collagénique. Je ne vais pas le détailler parce que ce n'est pas le propos. Les greffes de chondrocytes, bien sûr. Alors, ce papier est extrêmement précieux parce que c'est une étude d'abord prospective, mais aussi et surtout avec des résultats à 30 ans. Et donc, très simplement, vous voyez sur ces courbes de Kaplan-Meier, à gauche, c'est la survenue d'arthrose et à droite, c'est la mise en place d'une prothèse totale de genou. Donc, vous voyez qu'en noir, c'est l'ablation simple d'un fragment. En rouge, c'est une perforation, une fixation, et en bleu, ce sont les patients reconstruits. Bon, il n'y en avait quasiment pas. Mais on voit très bien que l'absence d'arthrose ou la survie de l'articulation est bien meilleure lorsqu'on a fait un traitement chirurgical et qui n'est pas une ablation simple, c'est-à-dire conserver le fragment ou le greffer. La physiopathologie, elle est multifactorielle, mais le facteur mécanique de conflit, donc microtraumatique, est prépondérant. L'IRM n'est pas systématique, puisqu'on a toujours certaines difficultés à accéder à l'IRM. Le jour où ce sera aussi simple qu'une radio, bien sûr, on pourra se permettre de le faire. Donc il faut la réserver aux formes traînantes, résistantes au traitement orthopédique et aux patients les plus âgés, c'est-à-dire filles après 11 ans et garçons après 13 ans. Les signes d'instabilité IRM, il faut les connaître. Il faut demander les bonnes séquences aussi à son radiologue. Et à mon avis, c'est le meilleur indicateur du traitement chirurgical. Je base mes indications sur l'IRM avant l'arthroscopie. Et le repos sportif permet la guérison de la majorité des ostéochondrites pour les patients jeunes avant 12 ans. Les perforations arthroscopiques donnent d'excellents résultats, 90 à 95% de guérison. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater la fenêtre thérapeutique de la perforation. Après, c'est trop tard, ça devient instable et c'est beaucoup plus aléatoire. Les fixations, les greffes donnent de moins bons résultats que les perforations. L'instabilité à l'IRM et ou à l'arthroscopie impose la fixation. Dès qu'il y a instabilité, la perforation seule est dépassée, ne suffit pas. Les plots de mosaïque sont une technique de choix et les patients doivent être suivis jusqu'à guérison radiographique. La conférence d'enseignement est disponible en open access dans l'OTSR.